normalement, dans les entreprises, il y a plutôt un ou plutôt dans les grosses entreprises plusieurs DAF. Donc, je pense qu'on va aussi parler de l'ensemble des professions de la carrière financière avec les potentiels DAF auprès de nos équipes. Et puis, on va donc faire ça avec 3 spécialistes que je vais tout de suite laisser se présenter. Et puis après, on passera aux questions. Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Semence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 25 ans maintenant d'expérience dans des postes de direction financière, 20 ans dans des grands groupes en fait, industriels internationaux. J'ai passé ensuite 1 an dans une start-up de la French Tech et depuis 2 ans, je suis DAF d'un petit groupe sous LBO. Donc beaucoup d'environnements divers et variés et beaucoup d'expériences diverses et variées. Et je suis aussi membre de la DFCG depuis très longtemps. On ne compte plus. Et puis récemment, je suis en train de relancer le groupe Carrière et Évolution. Voilà pourquoi, à double titre, je suis là pour échanger avec vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Baye, je suis le directeur administratif et financier d'Universign. Universign, c'est un tiers de confiance qui fournit des services certifiés électroniques comme la signature électronique, le cachet électronique. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? C'est que je n'ai pas eu de chance. Donc je vais recommencer depuis le début. Donc je suis Raphaël Baye, je suis le directeur administratif et financier d'Universign. Donc je vous disais, c'est pas mieux ? Il faut mettre vraiment devant la bouche. Il faut parler plus fort. Donc pour la 3e fois, vous allez bien me reconnaître. C'est mieux ? C'était l'ongle du micro. Donc je suis Raphaël Baye, je suis le DAF d'Universign. Je vous disais qu'Universign est un tiers de confiance donc qui fournit des solutions notamment de signature électronique certifiée. Je suis DAF dans cette structure depuis 5 ans. C'est une société qui compte à peu près 85 collaborateurs et qui fait à peu près 13 millions de chiffres d'affaires. Par le passé, j'ai occupé d'autres fonctions, comme notamment j'ai été auditeur chez EY, auditeur financier pendant 7 ans. Après, j'ai été directeur comptable dans une ESN de 185 millions de chiffres d'affaires pendant à peu près 6 ans. Et j'ai également évolué dans un grand groupe chez SPI en tant que chef de projet notamment. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Arnaud Delvedove, donc je suis practice leader finance au sein du cabinet de conseil Meotech. Rapidement, Meotech c'est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne les directions financières sur tous ces grands sujets actuels, passés et futurs. Et en tant que practice leader finance, donc j'ai un rôle en tant que consultant d'encadrement et de pilotage de missions chez nos clients, donc de dispositifs pour améliorer des process, restructurer des départements ou créer encore des départements de contrôle de gestion, parce qu'il y a encore des sociétés qui n'en ont pas forcément. Et j'ai une partie en interne où j'accompagne le business à gagner de nouveaux clients, à lui apporter de nouvelles offres pour ces nouvelles problématiques. Et j'ai un rôle également du coup de recrutement au sein de la structure, d'où ma présence aujourd'hui. Avant Meotech, j'ai un peu voyagé, j'ai travaillé chez Mazars, Samsung, Galderma quand j'étais en stage et j'ai recroisé mon ancienne directrice financière aujourd'hui. Et j'étais chez Selecta également. Voilà, alors juste, moi aussi je vais me présenter, même si j'ai un rôle de neutralité d'animateur, mais je suis aussi DAF. Je suis DAF de la partie grand public du groupe La Poste. Voilà. Donc on va commencer tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Pour attirer des gens dans nos métiers, il est important de leur montrer que d'abord c'est un métier qui a beaucoup d'avantages, de qualités, c'est un métier qui est riche. Et je poserai la question de manière assez directe à nos deux DAF qui sont ici. Pourquoi vous aimez votre métier et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes pour promouvoir votre métier ? Alors moi, je dirais qu'effectivement, c'est un métier qui est passionnant parce que, comme on le sait tous, on est vraiment au centre de on est au centre de l'entreprise. Tous les process de la finance se terminent. Tous les process d'entreprise se terminent effectivement à la finance. Et donc, on est en interaction avec l'ensemble des départements de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare pour les autres professions, d'être vraiment en interaction
total avec le mécanisme du stock, avec les actionnaires, avec une diversité de typologies d'intervenants qui permet de rester très jeune parce qu'on adresse aussi énormément de sujets. Donc, nous, les DAF, si on a un Alzheimer précoce, on n'a vraiment pas de chance. Et puis, au-delà du régalien qui était très présent et très important il y a un certain nombre d'années, les comptes, les FRS pour ceux qui sont dans des grosses structures, les pistes d'audit, tout ça. Aujourd'hui, il y a une espèce d'accélération du temps et on mène un tas de projets qui sont extrêmement différents de tout ce qu'on nous demande au niveau technicité comptable. On y reviendra un peu après. Et qui sont un axe de développement formidable pour une fonction qu'on regardait comme très, très technique, un peu dans son bureau, on n'ose pas trop voir le DAF. D'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie mutation sur tout ce qu'on nous demande de faire qui nous ouvre encore plus sur le reste de l'entreprise. Moi, ce qui m'a attiré à la base, c'est le côté pluridisciplinaire. Donc, je vais rejoindre ce qui a été dit. Évidemment, c'est un métier, et notamment pour attirer, on peut tout à fait mettre en valeur le fait que c'est un métier qui est à l'intersection de beaucoup de domaines, hein, comptabilité, contrôle de gestion, droit des sociétés, fiscalité, etc. Donc voilà. Après, je trouve aussi que pour quelqu'un qui est un minimum curieux, c'est un poste privilégié puisque c'est une fonction qui consiste à capter beaucoup d'informations et les qualités relationnelles sont également nécessaires pour capter de l'info de la part d'autres départements, comme par exemple les directions commerciales, etc., sur le trend du business. Donc ça, ce sont des postes d'observation assez privilégiés et finalement, il n'y a pas tant de fonctions que ça au sein de l'entreprise qui apportent cette richesse. Donc un rôle central au sein de l'entreprise avec des missions qui s'élargissent, qui sont plus uniquement techniques et qui vont vers, vous n'avez pas prononcé le mot, mais moi j'oserais le prononcer, vers même la stratégie, les choix commerciaux, voire la stratégie de l'entreprise où le DAF se retrouve au centre de tout. C'est d'autant plus vrai quand on est, moi qui ai fait 20 ans dans les grands groupes, une French Tech et une ETI, plus la taille de l'entreprise diminue, plus le périmètre, la diversité des fonctions du DAF s'élargit. Dans les grands groupes, on est souvent très cloisonné, on est souvent plutôt expert. Et puis, quand on arrive dans une ETI sous LBO ou au niveau du groupe, il y a soit ou soit, il va falloir se relever les manches et puis il va falloir aussi faire tout un tas de sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et effectivement, on est aussi là pour faire partie du COMEX et donc aider les membres du commerce à travailler sur la stratégie. On est un des maillons indispensables à ce projet d'entreprise. Et en termes de caractère, quelles seraient les qualités et surtout les défauts à ne pas avoir pour un DAF? On commence par les qualités. Qualité, puis après je te laisserai compléter les défauts. Parfait. Qualité, bon, évidemment, on va laisser la technicité de côté parce que c'est enfoncer une porte ouverte, mais je parlais de curiosité, c'est vraiment pour moi un trait de caractère important parce que si on est seul dans sa case, les informations ne vont pas forcément venir toutes seules. Donc il faut aussi aller les chercher. Aller les chercher, c'est savoir dialoguer avec tout un ensemble d'interlocuteurs. Ça peut être des personnes de la direction commerciale, ça peut être du marketing, ça peut être de la logistique. Et il faut savoir donc parler à beaucoup de personnes. Et donc ça fait appel à une ouverture d'esprit, des qualités relationnelles. Et donc il faut savoir sortir du cadre purement technique auquel on attache forcément le métier de DAF à la technicité comptable ou fiscale, par exemple. Je pense qu'il faut être très flexible parce que, encore une fois, quand on est dans une structure plus petite, moi je m'occupe de l'IT, des services généraux, du juridique. Donc j'ai mon DSI qui vient, qui me parle de DR, etc. Donc je découvre encore plein de trucs, c'est génial. Et tout de suite après, j'ai mon compteur de gestion qui arrive en me disant bon, le Power BI, il me sort un truc bizarre. Ok, bon, d'accord. Alors on switch tous les neurones, on les remet dans le sens contrôle gestion. Puis après, j'ai la compta qui me dit ah oui, mais alors qu'est-ce que je fais pour ma provision de fin de mois? Enfin, et effectivement, il faut avoir cette capacité à travailler vite et parfois à pouvoir prendre des décisions sans avoir toutes les données du problème et sans même parfois comprendre tout le problème. Donc, si on prend un peu de recul, Arnaud, comment est-ce que vous définiriez les évolutions majeures du métier de DAF et
passé et évidemment à venir. Alors, les grandes évolutions du métier de DAF, et je vais même élargir la direction financière en général. Avant, effectivement, on sortait des comptes, on était dans nos bureaux, on faisait de la technicité, de la compta, l'Elias. Aujourd'hui, c'est une évidence de pouvoir sortir des comptes en temps et en heure et des comptes justes. Donc le métier s'élargit, on parle de business partner énormément. Ça va être de l'accompagnement, des directions pour prendre la bonne direction justement de la société, et que la stratégie soit mise en place et que financièrement, on soit rentable et deux, on aille encore une fois dans le bon sens. C'est sa grande évolution. Ce matin, on a entendu parler de RSE. C'est des sujets, les reporting RSE, qui vont arriver dans notre escarcelle parce que savoir faire des dashboards, des reporting en temps, en heure de qualité, c'est notre premier métier. Donc ce sera assez naturellement qu'il va venir chez nous. Et malgré le peu de bande passante qu'on peut avoir, je pense que c'est central que la direction financière récupère ces sujets-là pour accompagner nos entreprises, nos dirigeants dans la bonne direction. À l'avenir, forcément, on va prendre aussi l'intelligence artificielle qui va arriver dans le nouveau périmètre. L'évolution de notre métier va être complètement différente, en espérant que le temps à l'analyse et à l'accompagnement soit plus fort qu'à la production, même si on va forcément passer par un temps de production, de mise en place de toutes ces intelligences artificielles. Ce sera un des grands sujets, une grande évolution de notre rôle. Il est encore mineur aujourd'hui, mais d'ici 2-3 ans, il sera prépondérant. C'est clé, effectivement, et je suis ravie qu'il y ait un groupe qui soit monté à la DFCG que j'ai dû quitter par manque de bande passante, mais la digitalisation de nos processus financiers, c'est quelque chose qui n'a pas atteint toutes les strates encore des entreprises. Les grands groupes, c'est depuis effectivement longtemps, parce qu'effectivement, nécessité fait loi, il y a moult filiales dans plein de pays, mais c'est en train de s'infuser de plus en plus rapidement dans des structures de taille plus petite. Et effectivement, il faut prendre ce virage-là pour pouvoir en tirer les bonnes opportunités et ne pas subir des projets de digitalisation, pour pouvoir les porter, les apporter comme création de valeur et ne pas les subir parce qu'on vous les impose. Et ça, c'est vraiment quelque chose un tournant clé. Moi, quand je suis arrivée chez Lindera, il n'y avait plus de directeur financier depuis 1 an et demi. Il y avait un consultant qui avait automatisé un peu le reporting parce que les fonds d'investissement, eux, ils demandent des reporting tous les mois avec des Power Query. Et là, je me suis dit, waouh! Et donc, le consultant, il s'arrête dans 2 mois. Donc, il va falloir que j'apprenne ce que c'est qu'un Power Query, ce que j'apprenne à changer des lignes de code quand la requête est plante. Ça, c'est à la base de digitalisation. C'est pas vraiment un outil, c'est disponible dans la suite Office. Puis après, je me suis dit, ouais, mais alors franchement, c'est quand même pas terrible ce qu'on a. C'est un peu insatisfaisant, ça prend beaucoup de temps. Je vais mener un projet d'automatisation sur Power BI. Pareil, c'est disponible dans la suite Office, ça coûte pas cher. Mais il faut savoir coder. Et je pense que ça, c'est une vraie force et une vraie compétence qu'il va falloir acquérir, sans parler de trucs très compliqués, mais d'être capable, sans parler de créer des algorithmes, mais d'être capable de comprendre ce que fait l'algorithme pour ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre dans toutes ces problématiques. On doit être autonome en fait dans nos métiers, et y compris dans cette digitalisation qui va prendre de plus en plus de place. Vous parlez de digitalisation, on a évoqué tout à l'heure, on a prononcé le mot intelligence artificielle, traitement des datas. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi vous, vous avez ou des expériences personnelles ou des connaissances qui ont déjà intégré les notions d'intelligence artificielle et de traitement des datas de manière, on va dire, opérationnelle en dehors d'une simple expérimentation dans leur métier au quotidien? Alors de notre côté, en fait, l'intelligence artificielle chez Universign, donc dans le domaine de la tech au sens large, l'IA fait déjà partie de la réalité, mais elle est rentrée par la partie R&D. Donc on commence à l'implémenter pour faire une partie du code. Alors pas forcément la partie la plus technique, la plus spécifique, mais c'est la porte d'entrée. Côté finance, c'est pas encore le cas, pour être honnête. On en est plutôt à l'interaction des systèmes d'information, et la data comprend un volet circulation de l'information, cohérence de la donnée entre les différents environnements, parce qu'on a tous connu 3, 4, 5, 6 référentiels clients en fonction des applications qu'on a utilisées, entre la partie billing, compta ou je ne sais quoi. Donc là, aujourd'hui, il y a une harmonisation et une interaction
des systèmes d'information. C'est ce qu'on est en train de mettre en place chez Universign. La partie IA, de notre côté, on ne l'aperçoit pas encore. On perçoit mal encore les impacts que ça va avoir côté finance, mais de toute évidence, c'est quelque chose qui va avoir des impacts à un horizon assez court et de manière accélérée. Mais en fait, on utilise tous de l'IA. Moi, j'ai mis en place un petit outil de pilotage du cash qui s'appelle CashLab. C'est quoi? C'est une IA qui apprend, en fait, d'ailleurs, qui apprend au fur et à mesure où on l'utilise. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu comme M. Jourdain, qui faisait de la pro sans le savoir, on fait de l'IA sans le savoir. Et c'est ça le problème. Il faut prendre conscience de tout ça pour ne pas se faire imposer des choix et pour bien comprendre les choses. Il y a l'IA qui est embarquée dans ces nouveaux outils en mode SaaS, ces petits outils très pratiques en fait, qui sont loin du monde ERP, qu'on peut presque mettre en place sans l'aide d'un informaticien. Après, là où je te rejoins, c'est que l'IA style ChatGPT, pour l'instant, je vois pas trop comment ça va me servir. Je sais que ça va me servir, je sais que ça va avoir un impact sur mon métier. J'ai pas encore réussi à bien percevoir quoi, mais mon expert comptable m'a dit que lui, déjà, il utilisait ChatGPT. Alors je lui ai dit, bah, écoute, tu vas me faire un petit cours déjà sur comment, qu'est-ce que tu as pu trouver d'intéressant sur ChatGPT. Mais effectivement, on voit que ça s'infuse et ça va s'infuser. J'ai bien aimé ce qu'on a dit ce matin dans une des 2 conférences plénières. On parlait en années avec le monde des ERP un peu dinosaures, on-premise. Ils se sont mis sur le cloud, donc maintenant on a des versions qui durent 1 an, ça coûte une fortune parce que chaque mise à jour, faut amortir leurs frais de R&D. Et on est sur des horizons de temps qui vont se raccourcir de manière incroyable en fait. Et une chose est sûre en matière parce que j'y pense aussi avec le métier d'Universign, qui comprend la protection des données entre autres, il faut penser simultanément non seulement au déploiement accéléré dans les prochaines années de l'IA dans nos métiers, mais en même temps penser, parce qu'on a parlé de ChatGPT, aujourd'hui la protection des données dans ChatGPT, elle est très relative, voire nulle, donc il faut y penser parce que les données financières sont des données privilégiées, et donc du coup on ne sait pas trop où ces données vont partir si on utilise ChatGPT pour quelque process que ce soit, donc il faut y penser également. Je vous propose de rentrer donc maintenant dans le cœur du sujet. Donc on va parler du recrutement. Ma question, c'est tout simplement, est-ce qu'on arrive à recruter? Quels sont les profils que vous arrivez à recruter? Est-ce que c'est des profils techniques généralistes? Est-ce que c'est des profils internes de personnes qui ont déjà fait de la finance, voire qui n'ont pas fait de la finance, qui sont capables de faire des bascules? Arnaud, vous avez peut-être quelques éléments généraux sur le sujet? J'ai quelques éléments généraux, effectivement. Est-ce qu'on arrive à recruter? Oui et non. Le marché est très tendu, on le sait tous. On a énormément de mal à trouver la bonne personne. Pour différentes raisons. Déjà, les process souvent de recrutement sont longs. Certaines entreprises, certains groupes, on parle de 6 à 9 mois. Pour des candidats qui ont envie d'agilité, de rapidité, de monter en compétences rapides, 6 à 9 mois, c'est beaucoup trop long. Il faut des process courts. Nous, par exemple, chez Meotech, on a un process en 3 entretiens. Un premier où on va essayer de faire rêver le candidat et qu'il ait une seule envie, c'est d'arrêter tous ses process et de venir chez nous. Un deuxième où on va le challenger, plus techniquement avec des référents techniques du cabinet pour voir s'il sait faire à la fois notre métier de consultant, mais aussi son métier de financier. Et ensuite, un 3e entretien où on lui dit clairement, selon son retour, qu'on a envie de travailler avec lui. Un process qui dure 2-3 semaines. Ça lui permet, lui, de ne pas oublier qu'il est en process de recrutement. Donc, c'est un des premiers éléments. C'est raccourcir ce temps de recrutement qu'on peut avoir. Ensuite, l'important, c'est d'avoir un cahier des charges de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Un cahier des charges tout en restant relativement ouvert. Marché tendu, encore une fois, la perfection n'existe pas. Et il faut ne pas être fermé à avoir de nouvelles compétences qui vont arriver. Donc ça, c'est un des premiers enjeux en termes de recrutement du candidat. Ensuite, le profil. Oui, nous, chez Meotech, et je sais chez nos clients également, on a des financiers ou des personnes qui travaillent dans les directions financières et qui n'ont pas forcément de formation financière, qui vont faire de la data analyse, donc qui vont être capables en fait d'appuyer nos analyses en gérant tout le flux de data qu'on peut avoir au sein de nos groupes.
Mathieu Maliche parlait de 8,5 milliards de lignes dans ces datas par an. Il faut des spécialistes aujourd'hui qui nous permettent, nous, de traiter en amont et en aval ces datas. Et enfin, j'ai envie de dire, une fois qu'on a conservé le talent, la personne, on l'a recruté, il travaille bien, on a envie de le garder, il faut réussir à le conserver. Et il faut lui donner de la visibilité en termes d'évolution de métier, d'évolution financière également, managériale. Communiquer avec lui vraiment sur où on le place dans l'organisation, où va l'organisation et quel sera son rôle futur. C'est des enjeux primordiaux. Moi, j'ai eu à recruter il n'y a pas longtemps un contrôleur de gestion. Et effectivement, mon sujet, c'était de trouver quelqu'un qui avait fait de la data analysis en plus de son poste de contrôleur de gestion. Parce que c'est quand même pas moi qui vais continuer à développer les queries dans Power Query et puis à faire des formations Power BI. Et c'est super intéressant, mais j'ai aussi d'autres choses à faire. Et donc, du coup, c'était un vrai sujet. Devoir faire ces formations, ça m'a aidé à comprendre quel type de profil j'allais rechercher. Parce que si on ne sait pas, on ne connaît pas notre besoin, les outils, on ne va pas savoir qu'est-ce qu'on doit chercher chez les collaborateurs qu'on veut embarquer avec nous. Et on ne sait pas non plus vers quoi on doit embarquer notre équipe qui existe et comment les développer en fait. Mais je pense qu'il faut avoir un peu d'ouverture d'esprit. Il y a des prérequis. On ne va pas demander à un comptable fournisseur de venir faire de la data analysis à fond, mais il faut avoir un peu d'ouverture d'esprit. Je l'ai vécu moi-même. J'ai voulu changer, partir des grands groupes pour aller en ETI. Mais la galère. Et pourtant, j'ai passé après 20 ans d'industrie, j'ai passé 1 an dans une start-up digitale qui avait développé une IA justement. Donc le business model, rien à voir, pas de stock, pas de flux logistique, enfin hyper easy d'un point de vue financier. Mais il faut effectivement ouvrir un peu ses chakras sur des profils justement différents. Et c'est ça qui est compliqué en fait quand on fait un recrutement, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à valider tout ce qui est le soft skill, le savoir-être, la capacité à s'intégrer, la capacité à se développer dans un nouvel environnement. Et ça, c'est clé parce qu'on est beaucoup dans l'humain. Et c'est plus facile de savoir, on pose 3 questions, on sait si techniquement il va faire la route. Par contre, tout ce côté, ok, il n'a pas fait ça, mais est-ce qu'il va avoir la capacité à apprendre? Ça, c'est très compliqué en fait à évaluer quand on recrute quelqu'un. Et c'est central, vous l'avez dit, il vaut mieux potentiellement quelqu'un qui va s'intégrer dans la société, qui correspond aux valeurs, même si un temps de formation est nécessaire sur l'aspect technique, au moment il sera impliqué à 100% sur l'humain et dans son travail au quotidien. Sur le trait de caractère de mon côté, je pense que mes critères ont un petit peu évolué. Là, j'ai recruté il y a encore pas très longtemps, mais si je devais faire un recrutement, je pense que je modifierais un tout petit peu les manettes, les curseurs. Par le passé, j'aurais beaucoup plus mis l'accent sur les qualités techniques, et puis maintenant, en fait, j'adoucirais un petit peu ces critères-là au profit d'autres qualités, justement, de ce que tu as dit, d'insertion au sein de l'équipe, déjà, parce que avoir envie de travailler avec les membres de son équipe, ça paraît une porte ouverte, mais il faut quand même avoir envie. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'aptitude de la personne à collaborer avec d'autres départements. Je pense par exemple côté contrôle de gestion, c'est typiquement un département ou un sous-département qui doit énormément collaborer avec les autres équipes, et à la fois pour capter de l'info et pour restituer cette info et de l'analyse. Et donc il faut non seulement des qualités techniques, mais il faut aussi savoir présenter des éléments, commenter la formation du résultat, etc. Et faire passer les messages et faire que la collaboration se passe bien. Et ça, au quotidien, c'est déterminant. Ce que tu dis sur l'interaction de contrôle de gestion, dans des sociétés plus petites, la comptabilité a ce genre d'interaction. On a déployé un outil de note de frais Nautilus. On est pour ne pas le citer, on est en plein déploiement. J'ai qu'un contrôleur de gestion groupe qui est arrivé depuis quelques mois, donc c'est les responsables comptables qui sont en local à déployer le projet, et elles discutent avec l'ensemble, effectivement. Il leur faut aussi des capacités relationnelles pour discuter avec l'ensemble des différents départements qui arrivent avec leur appli sur le téléphone, qui regardent, qui ne comprennent pas, qui ont des questions, en fait. Et c'est vrai aussi d'autres fonctions
un peu moins mise en lumière avant au niveau de la fonction finance. On met toujours, il y a le controlling qui est sur l'avant-scène, et puis il y a le backstage, il y a la compta, le backbone. Mais de plus en plus, on demande aussi à ces profils très comptables d'être plus ouverts sur les autres, d'être digitaux, et il y a un grand gap, en fait, peut-être encore plus qu'au niveau du contrôle de gestion, il y a un grand gap pour ces équipes à passer, en fait, et il y a un vrai travail de fond pour les accompagner dans ces nouveaux changements. Juste techniquement, pour les entretiens, vous passez par des cabinets de recrutement, vous chassez vous-même sur LinkedIn, comment? Moi, je n'ai pas le temps d'éplucher 300 CV dès que tu poses une annonce, quoi. Donc oui, c'est sûr, on passe par un cabinet qui fait le premier tri, qui fait le tri des références. Et sinon, on va se noyer. De notre côté, au recrutement 100% fait en interne, à une époque pour des raisons économiques, mais aussi pour garder la main sur le processus de recrutement et pour laisser beaucoup de place au feeling. Bon, chez Universign, on a une équipe recrutement qui est assez performante et qui sait adresser des recrutements pour tous les métiers techniques, développeurs, équipe produit, mais aussi fonction dite support. Et on a des processus d'entretien interne, des tests, etc., qui ont fait leurs preuves en tout cas et qui ont permis de détecter à la fois le niveau technique, mais aussi l'aisance relationnelle. Et ce sont des éléments qui ont été mis à l'épreuve. D'accord. Donc on dit qu'effectivement ces soft skills sont quelque chose de fondamental pour l'intégration et pour la bonne efficacité du futur recruté. Donc on est dans l'hypothèse où la personne est rentrée, que vous n'êtes pas trop trompé sur les soft skills, ce qui n'est pas toujours évident. Maintenant qu'il est rentré, en termes d'aspiration à évoluer, d'aspiration et d'ailleurs on n'en a pas parlé sur les aspirations de salaire à l'entrée, est-ce qu'on a aujourd'hui des problèmes particuliers? En gros, comment est-ce qu'on fait vivre la flamme chez les contrôleurs de gestion et chez les professions financières en général? Je pense qu'il faut intéresser les gens sur des projets. D'abord, ça vous décharge. Enfin, moi, j'ai voulu lancer 2 projets digitaux quand j'ai vu qu'on n'était pas très digital et on n'a pas des grosses équipes. Mon groupe, il fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 7 entités opérationnelles. Je vous laisse faire le ratio, c'est facile. Il y en a une qui fait 25 millions, donc je vous laisse faire le ratio sur les autres. Donc, on est des détails de PME. Il y a un moment, le DAF doit être très opérationnel et il doit aussi participer au plan stratégique du groupe. Donc, effectivement, j'ai délégué à une personne qui était plus digitale, qui avait un tout petit peu plus de sens dans son entité. Et c'est un bon moteur pour les embarquer. Parce que dans les structures qui sont plus petites, alors dans les grands groupes, c'est facile, il y a toujours des postes qui se libèrent, on peut monter vers le haut. Dans les ETI, en dessous de moi, j'ai les responsables comptables. Au-dessus de moi, en finance, il n'y a personne. Donc, peut-être qu'un jour, je vais partir, je veux dire. Mais il faut monter quelqu'un. Mais en attendant, il faut trouver des moyens, en fait, pour garder les gens, de les faire travailler sur d'autres sujets qui vont les intéresser. Et qui vont aussi eux-mêmes les développer. Moi, c'est ce que j'aime faire, en fait, me développer, travailler sur des nouveaux projets, apprendre. Donc, c'est ce que j'essaye d'insuffler à mes équipes. Et au final, la personne qui était chef de projet, je dis, tu vas être chef du projet de Nautilus pour tout le groupe. Est-ce que ça te va? Elle me dit oui. Je dis, je vais quand même être à côté de toi. Tu n'as jamais géré de projet, donc je vais t'accompagner. Et elle était super ravie d'avoir fait ça. C'est devenu un peu maintenant la référente IT digitaux pour le groupe comptable qui est un peu moins digital. Du coup, elle est fière et ça redonne des dynamiques, en fait. Ce travail en mode projet redonne des dynamiques de développement personnel et de l'intérêt, en fait, au poste, surtout dans les structures où on ne peut pas trop monter vers le haut. Et chez Universign, c'est pareil. L'intégration dans des projets est l'élément numéro 1 de motivation. Évidemment, je laisse de côté les critères purement financiers d'augmentation. Mais par exemple, côté contrôle de gestion, ça a été l'harmonisation de systèmes d'information, la mise en place de beaucoup de tableaux de bord qui a conduit à aller chercher, déterrer, harmoniser beaucoup de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement moteur
Et plus récemment, on a eu la chance d'intégrer un groupe et d'avoir des sociétés sœurs en Espagne. Donc maintenant, on a des problématiques, des synergies internationales qui ouvrent un nouveau champ côté financier. Donc ça, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant. Par contre, on se heurte à d'autres petites limites, c'est la maîtrise en anglais, hein, des deux côtés, français ou espagnol par exemple. Et c'est un petit facteur limitant dans des aspects qui peuvent être assez techniques. Arnaud, qu'est-ce que vous voyez, vous, déjà sur le marché en termes de tarifs d'entrée des contrôleurs de gestion? Est-ce qu'il y a une inflation? Moi, personnellement, j'ai vu des débutants démarrer à des salaires assez mirobolants. Oui, il y a une inflation des salaires du fait de la tension du marché. On sait qu'aujourd'hui, le candidat a un peu le pouvoir sur la négociation salariale. Néanmoins, je trouve que les financiers restent plutôt rationnels à ce niveau-là. Oui, ils demandent plus que quand nous, on a commencé à travailler, et c'est normal. Mais par rapport à d'autres métiers, les demandes sont relativement cohérentes avec ce qu'on demande aux candidats une fois qu'ils ont intégré le groupe. Donc pas une envolée certes, mais mesurée par rapport à d'autres métiers. Peut-être que vous avez pu rencontrer des cas un peu plus... Après, c'est toujours le problème aussi de taille de structure, de ce qu'on peut mettre en face d'ambition qu'on a et effectivement de la réalité économique de certaines sociétés pour avoir connu toute taille de société, de la très très petite à la très très grosse. Effectivement, il y a quand même une vraie inflation sur les salaires, mais parce que, comme tu le dis, on demande d'autres choses, notamment sur la partie controlling. On demande d'avoir une capacité de data analysis, et ça, c'est de la formation qui se paye, quoi. La partie salaire est de notre côté assez raisonnable, pour être honnête. Après, on a une antériorité, enfin une seniorité des collaborateurs qui fait que je pense qu'il y a un équilibre qui s'est constitué entre rémunération, intérêt du poste, etc. Donc, si on isole le côté financier, c'est assez raisonnable. Tout à l'heure, on a parlé de fidélisation. Un des éléments de fidélisation pour les professions financières, c'est notamment je dirais la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas que financière. Et je l'ai constaté par le passé, et à ma grande surprise, quand j'ai été un jeune manager en tant que directeur comptable, je m'étais préparé à la guerre à ma première année complète et la période des augmentations. Et au final, les augmentations avaient été tout à fait classiques, ni exceptionnelles, ni catastrophiques. Mais au final, ce qui a eu un effet de levier très fort, ça a été au fil de l'eau, finalement, pas forcément qu'à l'époque des augmentations, ça a été les éléments de reconnaissance vis-à-vis des membres de l'équipe. Et ça, c'est extrêmement important. La reconnaissance, c'est tout simplement, parfois, ne serait-ce que dire merci et reconnaître le travail qui est fait. Ça paraît bête, mais dans le quotidien, parfois, on l'oublie. Et les personnes, ils sont extrêmement sensibles. Et puis, c'est parfois, tout simplement, dans le quotidien aussi, savoir mettre en avant des membres de l'équipe. Par exemple, pour présenter, il y a toujours des éléments à présenter. Chez Universign, on fait souvent des company calls où on rassemble tous les collaborateurs. C'est facile quand on est 85, plus difficile quand on est une boîte cotée. Mais ça permet de mettre en avant des personnes sur des projets, des accomplissements. Et ce sont également des éléments de reconnaissance et qui, l'air de rien, ont également un impact important en termes de fidélisation des collaborateurs. Ce que tu dis sur la reconnaissance, effectivement, c'est clé. Ce qui va sans dire va souvent mieux en le disant. Et ça fait du bien aux équipes, ne serait-ce que pour nous. Hein. De temps en temps, on aimerait me dire, ouais, mon chef, il va me dire que c'était bien quand même. Je me suis arraché pour faire ça. Et donc, c'est pareil pour nos collaborateurs. En fait, il faut de temps en temps penser à dire, ouais, bravo, ça c'était bien. Merci pour la clôture annuelle, on a tenu le délai. Nous, on est sorti d'une période d'exit de LBO très, très chronophage, qui a été très, très éprouvante pour les équipes. Et ben, il faut penser à dire mais merci, vous avez été là, j'aurais pas réussi sans vous. Et c'est vrai que il faut créer ce genre de climat. Nous, on est dans chez Lindera, les responsables comptables, elles dépendent des directeurs généraux dans les entités en fait. Et donc du coup, il m'a fallu créer une communauté
alors que j'avais pas de lien direct et un vague lien fonctionnel métier, quoi, parce que c'était pas vraiment établi. Et cette création de communauté, en fait, je me suis rendu compte assez vite que j'étais dans le bon chemin. C'est ce qu'elles attendaient. Elles étaient un peu isolées dans une fonction technique sur leurs différents sites. Et ça passe aussi la création, comme tu dis, par leur permettre de présenter des sujets, leur permettre aussi de se retrouver. J'ai mis en place tout de suite un premier séminaire, on a travaillé ensemble sur des sujets. Et ça, c'est super important pour embarquer des équipes, de travailler ensemble. On se dit, ouais, un séminaire, qu'est-ce qu'on va se dire pendant une journée, là, sur nos problèmes techniques? On trouve toujours. Et le fait de travailler ensemble, ça crée une bonne dynamique parce que, du coup, maintenant, elles s'appellent entre elles, elles se soutiennent. Et ça, c'est aussi créer un collectif, ça permet de garder les gens plus longtemps parce qu'ils ont une bonne ambiance et ils se disent ouais mais là je suis bien dans mon travail, ailleurs je vais peut-être être payé un peu plus, mais est-ce que je vais retrouver ce bon climat, est-ce que je vais retrouver cette communauté aux finances que j'ai intégrée, qui s'est créée et qui me va bien. Le salaire n'est plus la seule source de motivation des salariés pour rester dans l'organisation aujourd'hui, savoir comment il va évoluer, de nouveaux projets, on l'a dit, l'esprit d'équipe, le fait de bien se sentir, les valeurs de la société en général. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu des passerelles. Est-ce que vous avez, déjà dans les fonctions financières, un comptable qui devient contrôleur de gestion? On sait que ça peut fonctionner, mais ça peut, notamment pour des sujets de soft skills, pas fonctionner. Et puis, des gens qui viennent des métiers, donc des gens qui n'ont pas forcément de formation financière ou qui ont une formation financière d'école de commerce assez lointaine, qui arrivent sur des métiers du contrôle de gestion, voire directement sur des métiers de DAF. Moi, j'ai vu ça. Comment ça marche? Est-ce que vous avez des expériences de réussite et d'échec? Et comment est-ce que vous analysez les choses? Un comptable, en fait, qui va en contrôle de gestion, c'est quelque chose qui peut paraître... je l'ai vécu, moi, je l'ai fait. Mais c'était effectivement quelqu'un qui avait la capacité à s'ouvrir sur les autres. Et puis, il faut choisir les bons domaines. C'était une comptable fournisseur, on l'a mis sur de la compta analytique. Donc, elle passait de l'autre côté, en fait. Elle avait passé sa vie à faire de la location de factures au bon endroit. Bah là, elle était au bout de la chaîne, en fait. Ça avait du sens pour elle, parce qu'elle était au bout de la chaîne à se dire, bon, bah voilà, ça, c'est tout ce que la data, tout ce que moi je faisais, je le récupère, comment je l'analyse. Mais effectivement, il faut prendre il y a plein de passerelles qui existent, notamment des data analystes qui se spécialisent sur la finance, des gens qui sont hyper data analystes, qui ont un petit bagage finance, ils peuvent devenir d'excellents contrôleurs en gestion et après d'excellents DAF en rentrant par une autre voie, en fait. On en revient à la capacité, à détecter du potentiel à grandir, du potentiel et de la volonté d'évoluer, en fait. Et dans mon équipe, bien dans un tout autre domaine, enfin domaine financier, mais j'ai une personne bivalente qui en fait est facility manager. Et bon, compte tenu de la taille de la société, un facility manager à temps plein, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, eh bien, c'est un facility manager qui fait moitié de son temps, c'est les tâches relevant de ce domaine, donc administration des locaux, téléphonie mobile, etc. Et puis l'autre partie de son temps fait des tâches de nature comptable ou financière. Ça peut être de la saisie fournisseur par le passé, de la gestion de notes de frais, du recouvrement client. Et au final, ça se passe extrêmement bien. Alors évidemment, c'est quelqu'un qu'il a fallu accompagner, faire monter en compétences, qu'il faut surveiller un petit peu plus que la comptable générale dont c'est le métier depuis 30 ans. Mais ça se passe extrêmement bien et c'est un exemple de bivalence réussie avec un accompagnement, un investissement au départ et puis un accompagnement au quotidien, tout simplement. Ouais, nous, chez Meotech, ça arrive souvent d'avoir des comptables qui deviennent contrôleurs de gestion. On les recrute sur un besoin chez nos clients en comptabilité et à la fin de sa mission, il nous donne son souhait d'évoluer et de partir plus sur de l'analyse et du contrôle de G. Et donc oui, nous, on sait qu'il en a les capacités. On va le mentorer avec un consultant beaucoup plus senior qui a quelques années d'expérience et qui va le suivre dans sa mission et qui va le coacher vraiment sur le quotidien, sur l'aspect technique du métier, soft skills, etc. Donc oui, c'est possible. On a aussi des contrôleurs de gestion qui vont vers le business de plus en plus,
qui ont envie de quitter potentiellement les métiers financiers et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et notre rôle même, enfin vos rôles en tant que directeur financier, c'est de les accompagner dans cette transition. Moi, j'ai eu effectivement quelqu'un qui était, on était sur du business, sur de la partie après-vente d'un business de vente de pompes pour l'industrie. Et j'ai quelqu'un effectivement qui était dans le business, qui a souhaité rentrer dans la partie contrôle de gestion, voulait plus faire du suivi d'affaires au quotidien. C'était pas mal de pression, les projets, les clients, et qui a dit moi je veux rentrer dans le côté contrôle de gestion. Donc effectivement, c'est là où on doit prendre encore on a parlé de plein de casquettes qu'on devait tous avoir là, qui est important de mettre notre casquette de manager coach en fait, d'accorder plus de temps en fait à ces personnes-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, elles sont un peu plus sous surveillance parce qu'ils n'ont pas forcément tout le bagage derrière, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans le métier, c'est de pouvoir faire grandir des équipes. Alors je finirai avec un sujet je pense que vous me direz, vous confirmerez que c'est un sujet sensible, c'est comment un DAF gère son président ou son directeur général ou son manager, ça dépend des organisations, mais c'est quelque chose qui est effectivement évidemment important d'abord pour la survie du DAF dans l'organisation. Et pour la survie de l'organisation. Et pour la survie de l'organisation aussi. Alors c'est ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes techniques pour gérer son directeur général. Déjà bien s'entendre avec son CEO, c'est déjà très bien. Trouver des points communs sur le plan humain, ça fonctionne aussi. Non, et puis après, c'est être beaucoup dans de mon côté, c'est être beaucoup dans la proposition, la suggestion, parce que le CEO d'Universign, Pierre Feligioni, est quelqu'un qui est très, très occupé, très, très speed. Et du coup, il faut savoir le capter, il faut s'adapter à la personne, hein, avant tout. Il n'y a pas de réponse bateau. Et là, en l'occurrence, c'est être beaucoup dans la suggestion, c'est-à-dire ne pas poser des questions et attendre que la réponse vienne. Il faut avoir la question et il faut avoir déjà une partie de la réponse, quitte à, au quotidien, c'est proposer plusieurs options. Et le côté speed, après, achève de cocher la case qui lui convient. Donc ça, au quotidien, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Voilà. Ouais, moi, je suis en plein d'exit de LBO et exit et nouveau président. Donc, le sujet est très brûlant, justement, dans mon actualité. Il faut effectivement essayer de comprendre les leviers, ses priorités et les leviers, tant qu'on répond à côté d'un point de vue technique. Oui, moi, j'ai mes contraintes techniques, machin, etc. C'est des choses qu'ils n'entendent pas forcément, hein, comme tu dis. Hein, il faut identifier quelles sont sa façon dont il fonctionne, les bons moments où il faut lui parler, comment il faut lui parler, par SMS, WhatsApp, mail, enfin bon, faut effectivement comprendre son mode de fonctionnement et ensuite mettre en lumière beaucoup ce qui est ses priorités, tout en continuant au fond de la mine à travailler sur nos obligations et nos contraintes purement technico-financières qui n'intéressent pas toujours les dirigeants, parce que ça va de soi qu'on doit faire ça. La composante psychologique du métier du DAF est essentielle. Savoir gérer son manager, savoir lui dire les choses au moment opportun, et puis savoir aussi gérer être plutôt source de dynamique plutôt que lui apporter que des mauvaises nouvelles et être un boulet pour lui, quoi. En fait, il faut réagir avec son manager comme on a envie que nos équipes réagissent avec nous. Si on passe tout le temps notre porte pour dire « Ah, j'ai un problème », ouais, tu as commencé à réfléchir un peu à la solution, parce que je ne suis pas juste, moi, un fournisseur de réponses. En fait, essaye de réfléchir un peu. Voilà, c'est sûr que il faut réagir avec son manager comme on aimerait que nos équipes réagissent avec nous. Il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit... il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Il y a une montée, enfin, le directeur financier, je pense souvent, est arrivé à ce poste par le biais de qualités techniques, mais nous sommes également des managers et il faut savoir ne pas oublier cette dimension-là, savoir identifier les éventuelles faiblesses et travailler également ce point-là. On parlait tout à l'heure de recrutement, de fidélisation. La qualité de manager qu'est le DAF est essentielle pour conserver cette équipe.
J'ai pas grand-chose à ajouter. Bien le connaître, lui dire aussi, être transparent. Quand c'est pas faisable, ces demandes, il faut lui dire, il faut qu'il soit conscient de ça. Transparence, confiance, communication. C'est pour moi les 3 éléments centraux. Voilà, je crois qu'on a, sur le timing, on a fini. Je ne sais pas s'il y a un petit temps pour les questions. Donc, s'il y a des questions. Quel est votre point de vue, votre expérience par rapport au freelancing, au développement du freelancing, alors aussi bien du côté des directeurs financiers comme recours ponctuel, je sais pas, en mode mission, en mode projet ou en mode temps partagé sur des bouts de fonction qu'on n'a pas, par exemple, les moyens de se payer. Éventuellement aussi l'expérience des DAF par rapport aux velléités, d'aller vers le freelancing peut-être de certains collaborateurs. Et pour une boîte de conseil aussi, pareil, et là aussi sous l'angle quel recours dans les forces de production, on va dire, des missions, des freelances, voilà, on limite évidemment à notre sujet spécialisé, expert des fonctions financières. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, donc la question est sur les freelances. Quelle expérience on a des freelances dans les directions financières? Donc c'est les managers de transition ou tout autre expert. Voilà. Je pense qu'ils ont toutes leur place en fait parce que encore une fois, plus la société est petite, plus on doit faire beaucoup de choses. Moi, j'ai un spectre large et je suis pas une experte justement de tout. Donc parfois, j'ai effectivement besoin qu'on m'accompagne sur des sujets techniques pendant que je porte certains projets de transformation. Donc c'est pas antinomique. Et puis après, il peut y arriver à un moment de sa carrière, on se dit ouais bon, j'en ai un petit peu marre d'avoir du reporting tous les mois, d'avoir un président, d'avoir des actionnaires, blablabla. Et ça tente un certain nombre, moi je suis dans un autre réseau professionnel où ça tente un certain nombre de personnes de se dire oui, ben, j'ai besoin que les choses changent aussi après 20, 25 ans, 30 ans, passer à faire même si notre environnement est en perpétuelle évolution, ça peut effectivement tenter de se dire ben voilà, au moins je fais des choses différentes tout le temps et je suis pas figé sur un secteur, une fonction. De mon côté, j'ai eu recours au freelancing avec Sœur Arnaud. Là, c'était pour une problématique classique de remplacement durant un congé maternité. Ce choix s'est imposé puisque nous avions un souhait d'opérationnalité immédiate. Bon, j'ai été extrêmement déçu, mais non, je plaisante. Je comprends. Mais évidemment, le succès a été au rendez-vous. Évidemment, c'est une prestation qui a un prix, mais c'est pas le prix qui est important, c'est le rapport coût et prestation. Et là, on s'est réjoui de ça, voilà. Alors qu'il y avait des solutions qui étaient évidemment plus économiques. Et c'est une prestation qui a duré plusieurs mois. Et en fait, il y a eu une continuité parfaite, à la fois lors du départ en congé maternité et également lors du retour. Ça s'est très bien passé. Après, on a également une autre expérience du freelancing dans d'autres métiers chez Universign, notamment techniques. Et après une ou deux expériences un petit peu difficiles, la conclusion, c'est que le défaut de conseil, et notamment de conseil de haut niveau, coûte parfois assez cher. Et donc, du coup, notamment côté technique, plateforme, etc., on n'hésite plus désormais à faire appel à du freelancing et notamment des expertises techniques. Arnaud ? Nous, côté cabinet, la politique de Meotex, c'est d'avoir ses collaborateurs en CDI. On passe par du freelance, évidemment, quand on est sur des métiers qui ne sont pas notre cœur de métier, où on n'est pas forcément bon, enfin expert, et on a un besoin chez un client. Donc là, on va passer par du freelance, mais ça reste à la marge. On peut prendre une dernière question s'il y en a une, sinon... Non. Bon, bah écoutez, je vous remercie à tous. J'espère qu'on vous a apporté Merci à tous. des informations.